Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Parfait, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je suis avec Benjamin Kuens, éditeur de whisky et fondateur de la maison qui porte son nom. Bonjour Benjamin. Bonjour Louis-Marie. Alors aujourd'hui, l'idée c'est un peu de découvrir ton parcours, découvrir ton processus créatif et puis un peu aussi ta gamme de produits. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux ou ça a été une découverte à un moment ou un autre? Alors, moi j'ai 44 ans, donc je dirais j'ai toujours évolué dans le monde des spiritueux parce que en tant que Français, on est souvent entouré de vins et de spiritueux dans nos familles, donc ça c'est déjà une première chance. Les premiers spiritueux que j'ai vus, c'est ma grand-mère, mon père, ma mère qui dégustaient des spiritueux, donc qui m'ont transmis un peu ce côté, ce plaisir qu'on pouvait déguster. Après moi, en fait, en sortant de mes études, j'ai fait le choix de travailler dans les spiritueux. Donc j'ai travaillé plus d'une douzaine d'années dans les vins et spiritueux avant de me lancer à mon compte pour créer ma maison. Après, je suis amateur donc de whisky moi depuis toujours. J'ai vraiment découvert le whisky quand j'avais 20 ans. J'étais au Canada en 2001. Et j'avais un pub écossais qui était à 50 mètres de la maison, qui s'appelle l'Île Noire. J'ai toujours la carte d'ailleurs de whisky, elle est vraiment pas mal. Et il faisait des dégustations accompagnées de whisky chaque semaine. Et en fait, j'avais pas beaucoup de cours, j'avoue. Et donc je suis allé m'inspirer là-bas et travailler là-bas régulièrement. Et tu te souviens de ta première découverte d'un whisky? Alors en visuel, le premier flash c'est un whisky, c'est un flacon japonais, mais j'étais, je devais avoir 12 ans, et c'est mon père qui bossait pas mal avec le Japon, qui était amateur de whisky, qui ramenait des flacons de whisky là-bas parce que ses clients lui en offraient. Et je me rappelle que ça dénotait des flacons classiques, des bouteilles écossaises, parce que c'était déjà très beau, très élégant à regarder. Et gustativement, je me rappelle d'un premier flash de whisky. Alors là, c'était un whisky écossais en l'occurrence, mais c'était à Montréal justement pendant une dégustation à l'Île Noire. Je ne saurais pas dire le nom du whisky parce qu'à l'époque je les retenais pas, mais je me rappelle de la couleur. C'était un whisky très très clair, à peine paille, à peine paillé. Un whisky d'une fraîcheur incroyable. On avait l'impression de croquer une noisette qui a encore de la sève. Elle vient de tomber du noisetier. On la croque et il y a encore plein de jus à l'intérieur. C'était vraiment cette impression-là. Alors que c'était un whisky qui était assez âgé, qui devait avoir une douzaine d'années. Donc voilà, c'est un très bon souvenir. Ouais, première expérience marquante. Ouais. Et quel a été l'élément déclencheur où tu t'es dit je vais me lancer dans une nouvelle aventure et je vais devenir éditeur de whisky? Je crois que c'est assez long finalement. C'est quelque chose que je mûris depuis longtemps. Alors je pense que j'ai toujours voulu créer et travailler dans le goût. Quand j'étais petit, je voulais être chef. Je rêvais d'être chef d'un grand restaurant. Je voulais être aussi nez de parfum. C'est des choses qui me plaisaient, moi, dans ma jeunesse et mon adolescence. La gastronomie et puis l'olfactif. Et en fait, j'ai fait des études de mathématiques, d'économie internationale. Et après, je suis allé en école de commerce. Mais en fait, en sortant de cette école, je suis directement allé travailler dans un restaurant parce que j'avais envie de voir si ça me plaisait. Et un an après, je suis allé travailler dans les spiritueux. Et finalement, c'est au fur et à mesure des rencontres que je pouvais faire quand je visitais des distilleries ou des producteurs. Moi, j'avais envie de créer. Je me suis dit, j'aimerais bien un jour créer, créer ma marque, donné ma patte et puis
participer à quelque chose, quoi. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que, en fait, j'étais amateur, moi. Je suis amateur de whisky depuis toujours, et je me suis aperçu que, nous, Français, on avait tout pour faire de très bons whisky. On maîtrisait vraiment toutes les étapes d'élaboration pour faire un whisky. On était les plus gros consommateurs de scotch et de single malt au monde, et pourtant, on était des tout petits producteurs de whisky. Alors qu'on est amateur et qu'on a certainement notre mot à dire en tant que pays du goût et de la gastronomie. D'accord. Donc c'est venu un petit peu, je sais pas, c'est venu en 2016, enfin en 2015 où je me suis vraiment dit allez maintenant j'y vais, j'ai envie de me lancer là. Les mentalités ont évolué, c'est-à-dire que les consommateurs français étaient prêts à se dire tiens pourquoi pas un whisky français, enfin c'est ce que je ressentais. Parce que le whisky japonais avait fait un peu évoluer les mentalités et que finalement autant en 2010 quand je regardais c'était pas possible, autant en 2015 je sentais que les prémices et je me disais ça y est ça bouge un petit peu quoi, parce que on se disait il y a pas uniquement le whisky japonais, le whisky écossais ou irlandais voire américain, on peut aussi pourquoi pas faire des choses dans d'autres pays. Et je pense que le travail des microbrasseries aussi, tous les sorts des microbrasseries sur la bière, on redonnait un coup de projecteur sur le savoir-faire français et puis finalement sur le goût et des goûts atypiques en se disant oui, les consommateurs vont se réintéresser au goût, vont pas forcément suivre ce qu'on leur dit de suivre. Ok. Et alors là, comment est-ce que ça se passe ? Tu commences à faire le tour des distilleries françaises, comment tu réfléchis ton projet et comment tu conçois ton premier produit ? Alors moi en fait j'avais en tête les goûts que je voulais créer. Donc en 2016 en fait je me suis dit allez c'est bon je bouge, c'est à moi j'ai envie de créer mon entreprise. J'ai travaillé j'ai travaillé pour d'autres grosses entreprises, j'ai envie de me lancer. Et donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je me suis donné 6 mois pour me dire qu'est-ce que je fais. Je sais le goût que je veux créer, je sais l'esprit que je veux donner à mon whisky. En revanche, je cherchais un binôme. Et je cherchais un binôme, un ingénieur, on va dire agronome, qui puisse gérer, entre autres, faire la mécanique de la distillation, pour produire le jus, la matière première. Et je me suis dit moi j'ai 3 manières de me lancer. Soit j'achète une distillerie qui fait du whisky ou pas, mais pour faire du whisky en France. Soit je m'associe à une distillerie déjà existante. Soit je pars from scratch et je crée une distillerie où je vais travailler avec quelques partenaires. Donc j'ai fait un petit tour de France de distillerie pour déjà goûter, me renseigner, voir ce qui existait déjà sur le marché, pour voir si je pouvais me diversifier en achetant des distilleries qui faisaient peut-être du fruit, qui distillaient du fruit mais pas de céréales. Et je me suis vite aperçu en fait que j'avais envie de créer des whiskies complètement différents, suivant les distilleries que je visitais, suivant les régions, parce que chaque région avait une patte, avait une manière de distiller. Et je me suis dit, mais en fait, moi j'ai envie de créer des whiskies complètement différents, suivant que je sois en Alsace, en Lorraine, en Charente, en Bretagne, en Bourgogne, dans le Sud, en Isère ou ailleurs. Et je me suis dit, plutôt que de m'ancrer dans un terroir et finalement soit de racheter ou de créer une distillerie dans une région et de peut-être me limiter à 1 ou 2 types de distillats, j'ai fait le choix, moi, de rester libre et de pas avoir de distillerie pour dire, finalement, je vais essayer de travailler avec plusieurs partenaires et de travailler à l'envers. C'est-à-dire que je sais la recette que je veux créer, je sais l'aromatique et puis le message que je veux faire passer à travers mon whisky. Et plutôt que d'avoir un binôme, on va dire producteur, de distillats, je vais pas avoir de distillerie et ça va me permettre d'avoir peut-être 8, 10, 15 partenaires demain pour, suivant le whisky que je veux créer, travailler avec l'un ou l'autre. D'accord. Et c'est là d'où vient la définition d'éditeur de whisky, où finalement c'est toi qui viens imaginer une recette et trouver le ou les whisky qui vont permettre de matérialiser cette recette et de créer le produit que tu as en tête. Ouais, exactement. En fait, mon travail, ne pas avoir de distillerie et produire un whisky, en fait, c'est un travail d'embouteilleur indépendant. Donc c'est un terme un peu technique, mais qui fait pas rêver d'ailleurs, je trouve. Mais embouteilleur indépendant, ça reflète pas mon travail, parce qu'embouteilleur indépendant, c'est quelqu'un qui va dans une distillerie, qui goûte des choses, des belles choses, il dit j'aime bien, j'achète, je fais vieillir ou j'embouteille et puis voilà, et à mon nom.
Moi, c'est différent parce que je voulais... Alors déjà, quand je me suis lancé, je voulais répondre à la question, si nous, les Français, on avait inventé le whisky, qu'est-ce qu'on aurait fait? Quelle direction on aurait prise? Et finalement, mon inspiration, c'est l'art de vivre français. Et c'est de se dire, pour moi, l'art de vivre français, c'est de m'inspirer dans notre manière de vivre, dans nos humeurs, dans nos climats, dans nos saisons, dans nos terroirs. Et je trouve que le terme éditeur reflète bien mon travail parce que mon point de départ, c'est pas la distillation. Mon point de départ, c'est l'écriture de la recette. Et donc, il y a un petit lien comme ça. Et donc, je pense d'abord à une recette. Et cette recette, je vais essayer de détailler au maximum le nez, la bouche, la finale, le type de whisky que je veux créer. Je vais détailler vraiment l'aromatique. Je vais aller dans le détail pour dire, tiens, je veux un nez fruité, je veux que ça sente un fruit du verger, plutôt un fruit jaune, peut-être une poire. Et la poire, ça serait une poire grassane. Et puis, ça sera plutôt granuleuse, mais fraîche, pas trop mûre. Enfin, voilà, j'essaie de détailler au maximum tout ça. Et de raconter un peu une histoire autour de mon whisky pour dire, moi, quand je le déguste, il faut qu'il m'emmène là, quoi. Donc c'est comme ça que je pense mon whisky. Et ce terme d'éditeur, c'est donc à la fois l'écriture et c'est aussi le fait de créer une collection, puisque moi mon souhait c'est de créer une collection de whisky qui répondent à différents moments de consommation, différentes humeurs ou différentes saisons. Et qui répondent à mon palais et à moi, c'est très personnel. Donc c'est éditeur, ça répond donc à l'écriture, à créer une collection avec une ligne directrice qui est la mienne. Et puis aussi, c'est savoir s'entourer et savoir trouver justement des partenaires qu'on sélectionne. Donc c'est aujourd'hui les 8 distilleries partenaires avec qui je travaille en France que je sélectionne parce que déjà j'aime bien la qualité de leur jus. J'estime vraiment, c'est des gens qui travaillent très bien, qui font des très belles choses, qui se sont lancés il y a 20 ou 30 ans dans le whisky, mais peut-être il y a 150 ans dans l'eau de vie de fruits, ou qui viennent de se lancer. Ça dépend un peu des partenaires que je peux rencontrer. Et puis après, il y a un travail aussi sur donc la qualité de leur jus. C'est d'abord comme ça que je les approche. Et après, c'est aussi sur la céréale, sur de quelle manière ils exploitent un petit peu, on va dire, leur univers et leur entourage, quoi. Ok. Et peut-être pour revenir un peu sur la recette, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu t'écris finalement assez rapidement une nouvelle idée, une nouvelle recette? Est-ce que tu vas en écrire 10 et finalement il y en a une qui va vraiment te motiver et qui va dire ok, celle-là, je vais essayer de la concrétiser? Comment est-ce que ça se passe? Alors j'ai appris à me limiter. J'ai appris à me limiter dans ma créativité parce que quand je me suis lancé, j'avais envie d'en créer, des vingtaines. Et en fait, je me suis aperçu que il faut d'abord, moi dans ma tête, je sais à quoi va répondre chaque recette. Après, il faut d'abord que je puisse exprimer ma recette, la produire et puis la partager et que les gens aient le temps de la comprendre. Donc finalement, entre le temps d'une recette et la réalisation, je dirais moi entre l'écriture et la réalisation, il y a entre 1 an et 3 ans pour sortir la bouteille. Donc là, j'ai en tête des recettes que je mûris depuis quelques années, que je sors pas tout de suite parce que je trouve pas encore la matière première dans les chais, dans les fûts que je cherche pour le créer, soit parce que j'ai besoin encore de peaufiner un peu ma recette dans ma tête avant vraiment de la sortir. De la sortir. Ok, très clair. Et aujourd'hui, donc, tu as quand même construit au fur et à mesure une gamme complète avec effectivement je dirais des moments de dégustation et des whiskies associés. Tu peux nous en parler un peu plus de cette gamme? Ouais. Alors aujourd'hui, moi, ma gamme se partage en 2 voire 3 éléments. La première grosse partie, je dis que c'est les whiskies de partage. Les whiskies de partage, c'est ma gamme permanente. C'est 5 whiskies qui sont d'un verre printanier, fin de partie, aveu gourmand, végétal musette et spicy nougat. Donc chaque whisky déjà a un nom qui peut-être va laisser une inspiration ou va donner une direction, en tout cas sur moi, l'esprit que j'ai voulu donner dans ce whisky-là. Ces whiskies de partage, c'est ma gamme permanente. C'est vraiment les whiskies qui vont répondre à plein de moments de consommation un peu différents, qui vont bien entourer un repas pour verre printanier, fin de partie, aveu gourmand, et qui vont peut-être entourer aussi un côté un peu plus festif pour végétal musette et spicy nougat. C'est des whiskies.
je peux pas dire facile, mais dans le sens, enfin, c'est des whiskies, oui, qui vont être abordables en goût, qui vont pas être trop complexes non plus. On va pas devoir les consommer pendant une demi-heure pour vraiment profiter pleinement de l'aromatique. Au contraire, ce sont des whiskies qui vont être abordables dans le sens, voilà, ils vont tout de suite répondre à la promesse que je mets moi dans le nom et dans l'étiquette. Et ça va être des whiskies, oui, qui vont être entre 45 et 46 degrés d'alcool. Ça, c'est ma patte. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de tension. Donc ça, c'est ma première partie de la gamme, des whiskies un peu la série permanente. Après, j'ai ce que j'appelle les whiskies de rencontre. Les whiskies de rencontre sont des whiskies où finalement, je vais m'inspirer d'une rencontre et pas d'un moment de consommation ou d'une humeur pour créer mes whiskies. Et cette rencontre, ça va être justement avec l'art de vivre français ou l'artisanat qui me parle. Et quand je dis que ce sont des rencontres, c'est que c'est la rencontre qui va me donner envie de créer un whisky pour eux. Le premier whisky de rencontre que j'ai créé, d'ailleurs, c'est un whisky qui s'appelle le Guip. Alors, c'est que des séries limitées, les whiskies de rencontre. Le Guip, c'est le nom d'un chantier naval à Brest qui retape que des vieux bateaux en bois. Et c'est le plus grand chantier d'Europe qui retape des bateaux en bois. Et il faut savoir que mon nom est alsacien, donc l'est de la France, mais du côté de ma mère, je viens de Brest, même le truc après Brest, là, la Pointe Saint-Mathieu. Et depuis que je suis petit, moi, je visite ce chantier naval. Je navigue, j'ai eu la chance d'apprendre à naviguer aussi sur des bateaux en bois. Et donc, en parlant avec le patron du chantier naval, j'ai eu envie d'écrire un whisky qui reflète finalement moi les sensations que j'avais quand j'étais au sein du chantier. Donc un whisky bien charpenté, droit, sec, un whisky qui a une belle ligne. Et puis quand on va en mer sur ces bateaux-là, enfin voilà, la Pointe de Saint-Mathieu, c'est les marins pêcheurs de la mer d'Iroise, donc c'est costaud. C'est les marins de course au large comme Kersozon, Tabarly, Florence Artaud. Enfin, donc c'est de la mer un peu costaud. Faut pas la prendre à la légère, quoi. Et donc je me suis aussi inspiré moi des sensations que je pouvais avoir en mer quand on était à 3-4 jours de mer. Donc c'est un whisky où finalement quand on est loin de la terre, on peut avoir une nostalgie de la terre. Donc au nez, c'est un whisky légèrement tourbé, il va rappeler justement un peu la terre au nez. Et puis quand on revient d'un périple en mer, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Donc j'ai donné un peu l'image, finalement quand on le déguste, j'ai cherché une finalité saline. C'est comme ça vraiment que j'ai pensé mon whisky. Donc voilà. Quand je dis un whisky de rencontre, c'est-à-dire qu'une rencontre va me donner un cadre très précis, comme un tableau finalement, et ce cadre va me donner une contrainte, mais qui va me permettre d'être très précis moi dans l'aromatique que je vais trouver, parce que je vais dire voilà moi ce que je ressens quand je suis au sein du chantier, quand je suis sur l'eau, et comment je peux le transmettre ou le traduire en aromatique pour on va dire vraiment dire ce que j'ai envie quand je reviens d'un périple en mer ou autre. Donc ça c'est un whisky qui s'appelle le Guip, c'est un whisky de rencontre. Alors il y en a plus, c'était des single casques. Il y en a chez quelques cavistes encore. Et voilà. Et après, il y a d'autres whiskies de rencontre. Il y a une série que je fais maintenant depuis plusieurs années qui s'appelle Aux particules Vin. Aux particules Vin, c'est vraiment la rencontre entre la céréale et la vigne. Les deux agricultures assez fortes en France. Et c'est un clin d'œil et ma manière à moi d'interpréter les affinages en fût de vin. Donc, c'est que des affinages en fût de grand vin français. Et l'idée, c'était de dire, de garder une empreinte du travail du vigneron et puis de le prendre un peu dans mon travail à moi, avec l'image un peu de se dire, le chic à la française, ça serait d'avoir un repas avec un type de vin et de terminer ce repas avec une note maltée qui rappellerait le vin qu'on a eu à table, et vraiment de créer cette continuité gustative assez sympa. Là, c'est vraiment des whiskies contemplatifs. C'est vraiment des whiskies où on se pose, on va le prendre pour soi, ou on va le prendre à deux, on va regarder les étoiles. Enfin voilà. Donc ça, c'est ma gamme un peu whisky de rencontre. J'en ai d'autres. Il y en a un que j'ai écrit avec un grand compositeur de musique français qui est fan de whisky. On s'est rencontrés via son caviste. Un whisky qui s'appelle Inouï Mélodie. Il m'en reste encore un petit peu. Je vais le sortir un peu comme ça. Parce on devait le sortir en 2020 et finalement, avec tous les événements, on l'a pas sorti tout de suite. Donc de temps en temps, je le ressors un petit peu comme ça. Voilà. Puis il y a d'autres whiskies de rencontre en cours. Et donc, par exemple, un whisky de rencontre, une fois que tu as l'inspiration, la recette, tu sais déjà vers quel type de distillat ou quel type de distillerie partenaire tu vas aller chercher derrière certains fûts, ou est-ce que
tu fais, je dirais, un mini tour de France pour un peu trouver une inspiration. Comment est-ce que ça se passe pour vraiment concrétiser dans la sélection et dans l'assemblage derrière une édition limitée, par exemple? Alors, oui, en fait, j'ai rapidement une idée de la distillerie vers laquelle je vais me tourner. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le GIP, c'est un chantier naval breton qui est à Brest. Enfin, forcément, j'allais choisir une distillerie en Bretagne. Donc là, je suis allé à la distillerie Varenheim qui fait Armorique, et puis voilà, j'ai travaillé pour trouver le whisky qu'il me fallait. Inouï Mélodie, il faut savoir que le compositeur est d'origine lorraine et alsacienne. Forcément, je suis allé vers l'Est. Après, je suis allé chercher un fût particulier pour faire un affinage, pour aller chercher pour travailler l'aromatique. Au particules vin, finalement, c'est là où je laisse un peu court parce que j'achète là, c'est le vigneron que je vais voir. C'est vraiment un travail sur le fût. J'aime bien le fût, j'aime bien le vin. Je me dis tiens, là, il y a un petit truc à faire. Je vais envoyer différents fûts dans différentes distilleries. Et suivant la maturité du fût, je vais sortir ceux aux particules vin pour cette année. Voilà. Donc ça dépend un petit peu. Ok, d'accord. Et tu travailles aussi autour d'expérimentation. Tu as notamment descendu des bouteilles et des fûts en mer, au fond de l'eau. Tu peux un peu nous parler de cette expérience qui fait un peu rêver? Ouais, là on ouvre, on se pose dans une bibliothèque, on ouvre Jules Verne. C'est la troisième catégorie de mes whiskies. J'ai dit que j'avais trois séries, on va dire. Ça, c'est plus le whisky un peu qui fait voyager. Je dis que ce sont des whiskies de gastronomie. C'est mon côté, c'est un peu ma danseuse parce que c'est aussi ma R&D, quoi. C'est vraiment de la recherche pour voir comment on peut travailler différemment l'affinage et puis l'assemblage. Et donc, en fait, pour la petite histoire, moi, il y a quelques années, alors je sais plus s'il y a 4 ou 5 ans maintenant, j'ai des Bretons qui sont venus me voir à Brest, qui m'ont dit on fait vieillir du vin et du champagne sous la mer au large de Ouessant, à 60 mètres sous la mer, et on aimerait bien essayer avec le whisky. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça s'est jamais fait dans le monde à notre connaissance. Et donc, et on est sûr qu'il peut y avoir un impact. Alors moi, j'étais très très dubitatif parce que pour moi, le whisky, ça bouge pas en bouteille. Donc, je leur ai dit, ça m'intéresse parce que je suis curieux. Je veux pas. Voilà, moi, mon travail, c'est de dénicher, c'est de comprendre, c'est de créer. Donc, ça m'intéresse de tester. Donc, ça m'intéresse de tester, de mettre des bouteilles sous la mer. Donc, c'est ce que je fais maintenant depuis 4 ou 5 ans. Et mais ça m'intéresse aussi après de mettre des fûts sous la mer parce que autant sur les bouteilles, j'attends de voir leurs résultats, autant sur le fût, je suis sûr qu'il peut y avoir un impact après à voir si ça fonctionne ou pas, quoi. Et donc, on a fait ces essais-là. Et en fait, j'ai mis 3 types de distillats différents sous la mer, à moins 20 mètres et à moins 60 mètres. Donc, c'est des concessions avec le littoral. Hein, on peut pas faire ça n'importe comment. Donc, je travaille avec une entreprise justement où on a des concessions spécifiques. Et à ma grande surprise, quand on a sorti les bouteilles de l'eau, donc c'est des bouteilles qui contiennent du whisky, hein, quand on les met sous la mer, et à ma grande surprise, il y avait un impact. Il y avait un impact gustatif, mais réel, et il y avait un impact sur la texture, sachant qu'on met ces bouteilles-là quasi 1 an sous la mer. Hein. Et en fait, c'est un endroit où déjà il y a un marnage assez important, donc il y a une différence entre la haute et la basse mer assez important. C'est l'océan Atlantique, donc c'est brassé. Et en fait, il y avait un petit échange qui se faisait, comme un phénomène d'osmose en fait, qui se passe à travers une paroi. Donc c'est pas à travers le verre. Évidemment, mais c'est à travers, c'est des bouteilles qui sont cirées avec des bouchons en liège. Et malgré tout, en fait, avec la pression, il y a un échange, un micro-échange qui se fait sur certaines bouteilles. Et donc là, je me suis dit, c'est fou. Alors chaque bouteille était un peu unique. Elles avaient toutes un peu leur particularité gustative. Et je me suis dit, c'est génial, ça me fait voyager. Alors pour moi, je sortais un peu de l'univers du whisky très classique. Donc la première fois que j'ai goûté ces whiskies-là, je les ai mis de côté en me disant, bon, c'est un peu folle dingue. J'ai déjà mes whiskies à lancer. Si j'arrive tout de suite avec quelque chose de complètement bizarre, les gens vont peut-être me dire t'es gentil toi, mais déjà le whisky français c'est tout nouveau et toi t'arrives avec des trucs bizarres. Enfin, ouais. Donc j'ai pas voulu effrayer les gens tout de suite, mais je l'ai gardé en tête. Et en fait en 2020 j'étais confiné chez moi près de Brest et j'avais ces bouteilles là et je me disais mais c'est frustrant parce que il y a quand même des choses très très bonnes dans le lot. Et en fait, je me suis vite dit que fallait que je fasse mon travail. Et mon travail, je dis que pour créer mes whiskies, je concentre mon travail sur la dernière étape pour faire un whisky, qui est l'assemblage.
Et l'assemblage, c'est vraiment juste avant de mettre en bouteille, c'est là où on va assembler différents types de fûts pour trouver l'équilibre de goût qu'on veut dans notre recette. Et moi, je concentre mon travail là-dessus parce que pour moi, c'est la pâte finale. C'est comme finalement un chef qui va aller sélectionner son meilleur producteur de fruits, de légumes, de poissons, et puis après qui va faire sa cuisine. Ou c'est comme un nez de parfum, pareil, qui va sélectionner ses aromatiques et qui va les assembler pour trouver son équilibre. Moi, c'est pareil. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je dois faire. Sur les bouteilles vieillies sous la mer, je vais les ouvrir toutes, je vais les sélectionner, les trier par aromatique, et ensuite je vais refaire un assemblage qui va me plaire et qui va répondre à ce que je peux avoir envie de partager. Et quand cet assemblage est fini, je le remets en bouteille, alors je bouge, c'est des bouteilles qui sont assez jolies parce que on est vraiment dans 20 milieux sous les mers. On a des coquillages qui sont de la faune et de la flore qui sont tout de suite agrippés à la bouteille. Enfin, j'ai essayé de faire une étiquette justement qui m'emmenait moi dans cet univers un peu Jules Vernesque. Donc voilà. Et je dis que c'est un whisky de gastronomie parce que c'est un whisky que j'ai pensé. C'est pas un whisky à déguster pur. C'est vraiment un whisky. Sinon, il est presque écœurant. C'est un whisky pour moi qui doit être dégusté avec des huîtres. Ça, c'est d'une manière la plus pure possible, ou alors avec des fruits de mer. Enfin voilà. Et c'est un whisky qui vous emmène ailleurs. Alors je détaille pas l'aromatique parce que j'aime bien laisser la surprise. De prime abord, on pourrait croire que c'est du marketing, mais en fait, je l'aurais pas sorti si c'était du marketing. Alors oui, c'est très beau, et tant mieux. Hein, il faut aussi que ça soit beau, sinon, ça rajoute un truc. Mais c'est surtout qu'il y a une expérience et une joie gastronomique qui est top à vivre. Et c'est vrai qu'on a vu que tes produits sont quand même sur des très belles tables françaises. Qu'est-ce qui intéresse les chefs ou les sommeliers sur ta gamme de produits? Vers quoi ils vont en premier? Est-ce que c'est vers la gamme permanence? Est-ce que c'est vers l'expérimentation? Qu'est-ce qui résonne un peu en eux dans ton univers? Je crois qu'ils aiment bien mon approche d'éditeur de whisky français avec cet esprit d'essayer de transmettre une sensation et une aromatique et puis un voyage. Donc c'est le premier point. Après, donc ils aiment bien mon univers. Après, ils aiment bien leur première approche, c'est la gamme permanente. Pourquoi? Parce que c'est des whiskies qu'ils arrivent à très très bien imaginer pour entourer leur repas. Vers printanier va très bien annoncer le repas. Fin de partie est parfait pour finir un repas, voire pour relancer un repas pendant le repas. Donc, enfin voilà, ils arrivent bien à l'utiliser. Et puis après, ils aiment bien les hauts particules vines parce que c'est souvent des vins qu'ils ont à table, donc ils trouvent ça assez sympathique pour leurs clients qui sont sur des whiskies d'après-dîner. Et puis le whisky de gastronomie, ça, ils disent non mais on n'a jamais goûté ça, on voyage ailleurs, c'est génial. Et j'ai quelques tables en effet qui commencent à le proposer en accord et enfin voilà, il y a vraiment un goût qui plaît. Donc ça, c'était le but. C'est un whisky à partager. C'est un whisky. Alors il y en a très peu parce que j'ai beaucoup de pertes sur ce whisky-là. Hein. Quand je mets 800 bouteilles à la mer, finalement, je peux en faire que moins de 400 pour le moment parce que j'ai beaucoup de bouteilles qui résistent pas à la pression ou dont l'aromatique fonctionne pas. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de tri à faire. Mais ça permet de faire un whisky un peu de célébration aussi et de joie quoi. Superbe. Et en dehors donc des restaurants, on peut retrouver tes whiskies chez les cavistes? Ouais, moi je suis très diffusé chez les cavistes indépendants. Donc je sais pas, je dois avoir 800 cavistes en France. Dans les restaurants, tu l'as dit tout à l'heure, et puis après sur mon site internet évidemment aujourd'hui il faut être disponible un peu pour répondre un peu à la manière dont on consomme. Ok, super. Bah écoute, génial, c'était vraiment très très intéressant. J'ai encore peut-être quelques petites questions pour clôturer cet échange. En dehors du whisky, quel est ton spiritueux préféré? L'eau de vie de fruits. Et une en particulier? Je vais en citer plusieurs. Mon nom va me trahir, mais bon, QN c'est alsacien, donc forcément moi, l'eau de vie d'Alsace, ça me plaît beaucoup. C'est des premières eaux de vie de fruits que j'ai dégustées. Donc voilà, en ce moment, je dirais si je devais déguster là aujourd'hui une eau de vie de fruits, je crois que j'irais vers un Marc de Gewürz.
Ensuite, j'aime bien quand j'ai un peu de gourmandise, je vais aller chercher un Calvados. Et puis quand j'ai besoin d'une amplitude un peu plus, voilà, qui me fait voyager, je vais aller soit en cognac, soit en armagnac. Voilà. Super. Comme ça, tout le monde est content. Ouais. Pas de jaloux. Et ta plus grande claque de dégustation? En spiritueux ou en vin? En spiritueux. C'est dur ça, de trouver ça. J'irais peut-être whisky de Profundis, si je devais citer le mien. Enfin, parce que j'ai été surpris par... je m'attendais pas à ça. Après, peut-être le whisky, le premier whisky là dont je parlais au début, là, le whisky écossais dont je connais pas le nom. Mais où il y a eu, qui était tellement à part des whiskies classiques qu'on pouvait goûter que on avait cette noisette fraîche. Vraiment, c'était ma Madeleine de Proust. Je me voyais moi dans le Berry ramasser des noisettes qui étaient tombées et je sentais cette sève encore présente dans la noisette. Là, c'était pareil dans le whisky. Donc, un vrai souvenir. Ok. Et peut-être pour terminer, dans toute cette aventure là que tu mènes depuis plusieurs années, de quoi es-tu le plus fier? Je crois de voir que finalement mes créations me dépassent mon entourage, puisque maintenant j'ai des amis qui me disent attends, mais on m'a parlé de ton whisky là, mais alors c'est des gens qui ne te connaissent vraiment pas et qui me disent attends, tu connais ça, c'est très bon. Donc ça veut dire que j'ai réussi à créer ma collection et finalement à partager un peu ma passion. Donc c'est peut-être ça, quand je regarde un peu mes bouteilles là, je suis content de ce que j'ai fait, je dirais. Super. Mais écoute, un grand merci Benjamin pour cet échange. Et puis je suis sûr qu'il y a de nouvelles pépites qui vont émerger prochainement et qu'on aura la chance de pouvoir découvrir. Ah, ça c'est sûr. Merci. À plus tard. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.